27 octobre 1943. L'hiver russe mordait déjà les os, et la ligne de front de la Seconde Guerre mondiale était un enfer glacé, où la vie humaine valait moins qu'une balle. Mais, au cœur d'une forêt de bouleaux, à des kilomètres derrière les lignes ennemies, le sergent Elias Petrov ne pensait pas à la bataille. Il était à son poste d'observation, camouflé sous une couverture de neige et de branches, le froid lui brûlant la peau, les yeux fixés sur la voie ferrée qui serpentait dans la vallée en contrebas. Sa mission, observation passive. Aucun engagement, absolument aucune action qui pourrait compromettre le délicat réseau de renseignements qui l'avait positionné là. Puis, il entendit un bruit presque imperceptible, un écart par rapport au motif du vent hurlant, et il vit une silhouette dans l'obscurité d'avant l'aube qui n'aurait pas dû être là. Un homme se déplaçant avec une précision calculée, presque chirurgicale, vers les wagons de marchandises d'un train de passagers qui approchait. Elias sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il avait des minutes, peut-être des secondes, pour agir avant que des centaines de vies innocentes ne soient balayées de la surface de la terre. C'est l'histoire de la façon dont il a enfreint toutes les règles, et pourquoi l'armée a tenté d'enterrer ce qui s'est passé ensuite. Elias Petrov n'était pas un soldat ordinaire. Orphelin élevé dans les rues dures de Leningrad, il avait appris à lire les gens avant même de lire des livres. Son talent pour le tir était légendaire, mais sa véritable compétence spéciale allait bien au-delà de la visée parfaite. Elias avait une capacité presque surnaturelle à déchiffrer les schémas, à lire le langage corporel, les micro-expressions, les intentions cachées. Il voyait ce que les autres ne faisaient que regarder. Ce n'était pas seulement un tireur d'élite, c'était un psychologue déguisé en fusilier, capable de prédire les mouvements d'une cible non par la physique de la balle, mais par la psyché de l'homme derrière elle. Il parvenait à sentir la peur, la détermination, l'hésitation, et à utiliser cela pour prévoir l'instant exact d'une action. C'était une capacité humaine, non technique, développée dans la lutte pour la survie et perfectionnée dans l'enfer de la guerre. Si Elias était la personnification de l'intuition, le capitaine Volkov était l'opposé. Officier de carrière, forgé dans la rigidité des académies militaires, Volkov était l'incarnation du protocole. Pour lui, les règles n'étaient pas des suggestions, mais la colonne vertébrale même de l'ordre. La discipline était la vertu suprême, et tout écart, aussi minime soit-il, était une fissure dans la fondation de l'institution militaire. Il voyait le monde en noir et blanc, en code et en règlement. Et bien qu'il respectât l'expertise d'Elias, il voyait sa nature imprévisible avec une méfiance voilée. L'unité de Volkov, y compris Elias, était en mission de reconnaissance ultra-secrète, où la moindre erreur pouvait déclencher un incident international aux proportions catastrophiques. L'ordre était clair, aucune intervention, aucune action qui pourrait être retracée jusqu'aux forces soviétiques. C'est dans ce scénario de tension et de glace que la crise s'est déroulée. À travers sa lunette d'observation, avec la précision que lui seul possédait, Elias commença à assembler le puzzle. Il ne vit pas seulement l'homme s'approcher du train, il lut l'homme. Il vit la posture tendue, les mouvements furtifs, la manière dont il évitait les faibles lumières de la gare. Il remarqua l'absence de bagages, le vêtement qui, bien que civil, ne correspondait pas au profil des passagers. Et puis le détail crucial, un petit volume discrètement attaché au corps de l'individu, qu'il commença habilement à manipuler en s'approchant de l'un des wagons de marchandises. C'était un train de passagers, certes, mais avec des wagons de marchandises attelés, transportant des fournitures essentielles pour une ville assiégée. Elias sentit le froid intense dans l'air, mais la sensation la plus glaciale fut la reconnaissance du danger imminent. Ce n'était pas un voleur, ni un saboteur ordinaire cherchant à retarder le transport. C'était quelque chose de beaucoup plus sinistre. Cet homme était en train de poser des explosifs. Et, pire encore, le train qui s'approchait transportait non seulement des fournitures, mais des centaines de civils, dont beaucoup de femmes et d'enfants, fuyant la brutalité de la guerre. L'esprit d'Elias s'emballa. Il savait que cet acte n'était pas seulement un sabotage militaire, c'était un massacre. Et les règles, les ordres de non-intervention, semblaient s'évanouir devant l'imminence de la catastrophe. Cet homme ne faisait pas que poser une bombe. Il allumait une mèche qui allait exploser des vies innocentes. Et Elias, avec sa capacité unique, pouvait voir le destin scellé de ce train, à moins qu'il n'agisse et agisse immédiatement. Le dilemme moral était brutal. Suivre les ordres et permettre la tragédie,
ou enfreindre toutes les règles et tenter de sauver ceux que le système avait, sans le savoir, condamnés. La décision devait être prise en quelques secondes. Le dilemme déchirait Elias, mais sa première réaction fut, paradoxalement, celle d'un soldat entraîné. Il savait qu'avant tout acte d'insubordination, il devait épuiser les voies officielles. Les mains tremblant légèrement à cause du froid et de l'urgence, il attrapa sa radio de communication de campagne, un appareil robuste, mais sujet aux interférences dans ces conditions climatiques défavorables. La statique crépitait alors qu'il tentait d'établir le contact avec le poste de commandement avancé du capitaine Volkov. Aigle rouge pour Faucon sombre, je répète. Aigle rouge pour Faucon sombre. Priorité maximale. Situation critique confirmée. La voix d'Elias était tendue, mais contrôlée. Un effort conscient pour maintenir le calme que la situation exigeait, mais que l'adrénaline commençait déjà à ronger. Il savait que chaque mot devait être précis, chaque détail, irréfutable pour l'esprit méthodique de Volkov. De l'autre côté de la ligne, à des kilomètres de là, le capitaine Volkov entendit la transmission. Ses yeux, déjà habitués à la pénombre du bunker, se plissèrent. « Faucon sombre ici, aigle rouge, procédez avec le rapport. » La voix de Volkov était un monolithe de discipline, sans la moindre inflexion de surprise ou d'alarme. Elias détailla ce qu'il avait vu. Le saboteur, la nature des explosifs, la route du train de passagers, le nombre estimé de civils. Il tenta de transmettre l'urgence qu'il ressentait, la certitude inébranlable de sa lecture sur l'intention de l'ennemi. « Capitaine, ce n'est pas un simple sabotage, c'est une attaque délibérée contre des civils. Ma lecture est claire. Le dispositif sera activé dès que le train atteindra le point de convergence avec le chargement. » La réponse de Volkov fut une douche froide. « Aigle rouge, vos observations sont notées. Cependant, votre mission est de reconnaissance passive. Tout engagement sans ordre direct représente une violation gravissime du protocole. Nous avons besoin d'une confirmation visuelle indépendante. Je répète, indépendante. Et le temps de réponse pour une telle confirmation, étant donné notre emplacement et les ressources disponibles, est d'au moins 30 minutes, peut-être 1 heure. La bureaucratie, la nécessité de vérification, la chaîne de commandement, tout se dressait comme un mur infranchissable entre Elias et les vies innocentes qu'il voyait en danger. 30 minutes, 1 heure. C'était un temps que le train n'avait pas. Le saboteur avait déjà terminé son travail et se glissait dans l'obscurité, disparaissant comme un fantôme dans le brouillard glacé. Elias sentit un nœud à l'estomac. Il essaya de protester, sa voix montant d'un ton presque suppliante. « Capitaine, il n'y a pas de temps. Le train est à moins de 5 minutes du point de détonation. Mon analyse est la confirmation. Si nous attendons, il sera trop tard. » Mais Volkov, un homme de fer et de règlement, ne fléchit pas. « Aigle rouge, votre intuition, bien que précieuse dans d'autres circonstances, ne peut remplacer la preuve concrète dans une mission de cette ampleur. Les ordres sont des ordres. Maintenez votre position. Je répète, maintenez votre position. » La ligne se coupa, coupant toute possibilité d'argumentation. Le silence qui s'ensuivit fut plus assourdissant que n'importe quelle explosion. Le système avait échoué. Le protocole, la discipline, l'obéissance aveugle aux règles, tout ce que Volkov représentait, condamnait des centaines de personnes. Elias savait, avec une certitude viscérale, qu'il devait agir. Le train klaxonna, un son mélancolique qui résonna dans la vallée, un avertissement de sa propre condamnation. Il pouvait voir les visages à travers les fenêtres, indistincts mais réels. Femmes, enfants, hommes, des vies. Et lui, Elias Petrov, était le seul ici à savoir ce qui allait se passer. L'insubordination n'était plus une option. C'était une inévitabilité. Le fardeau de l'héroïsme anonyme commençait à peser sur ses épaules, un poids qu'il porterait bien au-delà de cette aube glaciale. Il devait enfreindre les règles, il devait désobéir, et il devait le faire maintenant. La communication coupée et la certitude que le système n'agirait pas à temps, Elias Petrov sentit le poids de la solitude du héros. La décision était prise, mais l'exécution était un abîme de conséquences. Il déplia le bipied de son fusil Mosin Nagant, le métal froid dans ses gants usés. Chaque mouvement était délibéré, précis, la mémoire musculaire des années d'entraînement prenant le contrôle. Mais derrière la façade de professionnalisme, son esprit criait. Il était sur le point de rompre le serment le plus sacré d'un soldat, l'obéissance. Il était sur le point de défier non pas un ennemi, mais la structure de commandement même qu'il avait façonnée. Le train approchait, et avec lui l'ombre de la tragédie imminente.
Mais le destin, ou peut-être le capitaine Volkov, avait une dernière et cruelle épreuve réservée à Elias. Avant qu'il ne puisse même viser, un froufroutement dans la neige annonça une présence inattendue. C'était un jeune coursier à peine sorti de l'adolescence, le visage pâle et les yeux écarquillés, haletant sous l'effort d'avoir parcouru la distance dans la neige épaisse. Dans ses mains, une enveloppe scellée, mais sa voix, bien que tremblante, portait l'autorité de son supérieur. « Sergent Petrov », parvint à balbutier le jeune soldat entre deux respirations. « Ordre direct du capitaine Volkov. Priorité gamma. Vous devez cesser toute préparation à l'engagement. Votre arme doit être remise immédiatement. » La menace, bien que prononcée par une bouche si jeune, était indubitable. « Vous êtes sous menace de cour martiale pour insubordination et pour avoir mis la mission en danger. Je répète, remettez votre arme, sergent. » Ces mots coupèrent l'air glacé comme des lames. C'était le moment où tout est perdu, non pas contre l'ennemi extérieur, mais contre l'ordre même qu'Elias avait juré de défendre. Le capitaine Volkov, même à distance, avait anticipé l'audace d'Elias, son tempérament, son incapacité à ignorer l'injustice. Et maintenant, son long bras atteignait Elias par l'intermédiaire de ce jeune soldat terrifié. Elias regarda le fusil dans ses mains, le visage du garçon qui ne faisait qu'obéir aux ordres. Le dilemme s'aggrava. Il ne pouvait pas blesser un camarade, mais il ne pouvait pas non plus permettre à des centaines de personnes de mourir. Le train klaxonna à nouveau, plus proche, plus urgent. Le temps de réponse pour toute action officielle avait déjà expiré. En une fraction de seconde, Elias prit sa décision finale. Il n'y aurait pas de discussion, pas d'appel. L'insubordination maintenant était la seule voie. D'un mouvement fluide et presque imperceptible, perfectionné au cours d'innombrables escarmouches et entraînements, Elias désarma le jeune coursier. Il n'y eut pas de violence, juste la précision froide d'un homme entraîné à neutraliser les menaces. Une clé de bras, une rotation rapide, et le soldat fut doucement, mais fermement immobilisé et mis hors de vue, son arme au sol incapable de donner l'alarme. Elias prit l'enveloppe scellée des mains du garçon, la froissant dans sa poche sans même en lire le contenu. Cela n'avait plus d'importance. La ligne était franchie. Le fardeau de l'héroïsme anonyme s'était transformé en un fardeau de désobéissance consciente. Le jeune soldat étant sécurisé mais inefficace, Elias retourna à son fusil. L'adrénaline pulsait dans ses veines, mais il devait garder son calme. Le train était à quelques secondes du point de convergence avec le chargement où l'engin explosif était caché. Il pouvait voir, à travers la lunette, les premiers wagons de passagers, les fenêtres embuées, les silhouettes des gens à l'intérieur. C'était une cible en mouvement, avec des centaines de vies suspendues à un fil. La précision devait être absolue. Il ne pouvait pas se tromper. Le tir ne devait pas atteindre le train, mais le dispositif, et ce, de manière à le désactiver, sans provoquer une explosion majeure, ni endommager le train de passagers. C'était une tâche presque impossible, nécessitant une compréhension approfondie de la composition des explosifs et de la physique balistique. Elias avait besoin d'un miracle. Sa capacité unique à déchiffrer les schémas ne concernait pas seulement les gens, mais le monde qui l'entourait. Il avait étudié la composition des explosifs ennemis, leurs détonateurs, leur fragilité. Il savait qu'il y avait un point faible, un composant sensible qui, s'il était touché avec la précision correcte, pouvait désarmer le dispositif sans le faire exploser. Le risque était colossal. Une erreur et il serait responsable de la catastrophe qu'il tentait d'éviter. Le vent, le mouvement du train, la distance, la pression du temps, tout conspirait contre lui. Mais Elias n'était pas un homme à abandonner. C'était un homme qui comprenait la gravité de chaque décision et celle-ci était la plus lourde de toutes. Il aligna la mire, son œil fixé, sa respiration contrôlée. Le monde se réduisit au train, au point exact sur le wagon de marchandises et à l'éclat métallique du percuteur. La vie de centaines de personnes et l'avenir de sa propre existence étaient désormais suspendus à l'instant d'un seul tir. La décision d'Elias Petrov n'était pas seulement un acte d'insubordination, c'était un saut dans l'obscurité, où la seule lumière était sa conviction. Le Mosin Nagant, une extension de son propre corps, était fermement contre son épaule. Le monde extérieur s'évanouit. Il n'y avait pas de froid, pas de jeunes soldats immobilisés, pas de voix sévère de Volkov résonnant dans son esprit. Il n'y avait que le point de mire, le subtil tremblement de la machine en mouvement et le point exact sur le wagon de marchandises où se trouvait le dispositif. Sa compétence spéciale, celle de déchiffrer les schémas et de lire les intentions,
ne s'appliquait pas seulement aux êtres humains. Il avait étudié les explosifs ennemis, leurs défauts de conception, leurs points de rupture. Il savait que chaque composant, aussi inerte qu'il pût paraître, avait une psyché propre, un point de vulnérabilité. Et là, dans ce métal froid et menaçant, il devait trouver l'âme du danger. Le train prenait de la vitesse, les wagons de passagers passant comme des ombres floues. Elias pouvait sentir l'impact de la vibration sur le sol, dans l'air même. À travers la lunette, il localisa le petit point d'accès sur le wagon de marchandises, l'endroit exact où le saboteur avait manipulé le détonateur. Ce n'était pas une grande cible, ni statique, c'était un point minuscule, en mouvement, à une distance considérable, dans des conditions de faible luminosité et avec le vent glacial. Un tir qui devait non seulement atteindre, mais désactiver sans faire exploser. C'était comme essayer d'éteindre une bougie avec un jet d'eau, mais sans mouiller la mèche. La marge d'erreur était nulle. Il visualisa la trajectoire de la balle, non seulement la ligne droite, mais la parabole, l'influence du vent, la rotation du projectile. Il attendit, non pas un moment de calme, mais un alignement cosmique de variables, le balancement du train, le point exact sur la grille de fer, la respiration entre les battements de son propre cœur. Alors, l'instant vint. Un seul tir, silencieux et interdit. Le son fut étouffé par le bruit assourdissant du train qui passait. À travers la lunette, Elias vit. Il n'y eut pas d'explosion. Il n'y eut pas de feu. Il n'y eut qu'une petite étincelle, un bref sifflement presque inaudible, et une minuscule fumée qui se dissipa dans l'air glacé. La balle, avec une précision qui défiait la logique, avait touché le détonateur, le neutralisant sans activer la charge principale. Le train de passagers avec des centaines de vies innocentes, continua sa route, klaxonnant mélancoliquement alors qu'il disparaissait dans l'obscurité de la forêt, complètement inconscient du destin qu'il venait d'éviter. Elias observa jusqu'à ce que le dernier wagon disparaisse de sa vue. La menace avait été neutralisée, les vies sauvées. Le silence qui suivit la disparition du train fut assourdissant. Elias baissa son fusil, le poids du métal dans ses mains lui semblant maintenant le poids du monde. Il n'y avait pas d'euphorie, pas la chaleur de la victoire, juste un froid vide dans l'estomac, plus intense que l'air du matin. Il avait sauvé des centaines de vies, mais à quel prix? Il avait enfreint toutes les règles, désobéi aux ordres directs, immobilisé un collègue. Le fardeau de l'héroïsme anonyme n'était pas celui de la gloire, mais celui de la solitude et d'une responsabilité écrasante. Il était vide. Le tremblement dans ses mains n'était pas dû à l'adrénaline, mais à une fatigue profonde, un épuisement qui allait au-delà du physique. Le jeune soldat, toujours étourdi, commença à bouger dans la neige, gémissant. Elias le regarda, puis le fusil, puis la direction où le train avait disparu. Les conséquences de ses actes, bonnes et mauvaises, ne faisèrent que commencer à se dérouler. La froide vérité était qu'à ce moment-là, Elias Petrov ne se sentait pas comme un héros. Il se sentait comme un homme qui avait brisé le monde qui le soutenait pour sauver un autre monde qu'il connaissait à peine. Et le poids de ce choix serait un compagnon constant. Comment le tir interdit d'un tireur d'élite sauva 200 vies et lui valut 11 ans de prison. Le calme post-tempête d'Elias fut bref, et le silence qui emplit la vallée glacée fut bientôt brisé par un nouveau type de menace. Le jeune messager, étourdi et désorienté, parvint finalement à se lever, les yeux écarquillés de peur et d'incompréhension. Il n'avait pas été témoin du tir, mais il savait que son ordre avait été désobéi. Et le capitaine Volkov, un homme qui ne laissait rien au hasard, ne tarderait pas à arriver. Comme en réponse à cette pensée, le bruit de bottes lourdes sur la neige tassée devint plus audible. Une petite équipe de soldats, menée par le capitaine Volkov lui-même, émergea du brouillard glacial, leurs visages pétrifiés et leurs armes prêtes. L'atmosphère s'alourdit, plus froide que l'hiver lui-même. Volkov s'arrêta à quelques pas d'Elias, son regard d'acier perçant le sergent. Il n'y avait pas besoin de mots immédiats. Le capitaine avait vu le train passer indemne, et il savait, avec une amère certitude, qu'Elias avait agi. Le jeune soldat, qui se reprenait maintenant, pointa Elias d'un doigt tremblant. « Il m'a immobilisé, capitaine, et il a désobéi à vos ordres. » La voix de Volkov, quand elle vint enfin, était un murmure dangereux, plus coupant qu'un cri. « Sergent Petrov, vous avez brisé tous les protocoles. Vous avez désobéi à un ordre direct de votre supérieur. Vous avez mis la mission en danger, mis nos vies en danger. »
Chaque mot était un marteau, frappant la conscience d'Elias. Mais Volkov ne pouvait ignorer l'absence de l'explosion. Il y avait une tension palpable entre la fureur due à l'insubordination et la réalité du résultat. Volkov n'était pas un homme d'émotion à fleur de peau, mais Elias pouvait sentir la tempête derrière cette façade. « Qu'avez-vous fait, sergent » demanda Volkov, sa voix un peu plus forte, exigeant une confession. Elias leva les yeux vers le capitaine, sans peur, sans regret visible, seulement une profonde lassitude. « J'ai désactivé le dispositif, capitaine. Un tir précis. » « J'ai désactivé le dispositif, capitaine. Un tir précis. » Le silence revint, dense et lourd. Volkov serra les poings, son visage tordu par la fureur, mais aussi par une vérité inconfortable. Le train était sauvé. Des centaines de vies étaient en sécurité. L'insubordination d'Elias avait, indéniablement, évité une catastrophe. Mais les règles étaient les règles, et Elias les avait brisées de manière spectaculaire. Le capitaine Volkov, un homme de fer et de règlement, ne pouvait permettre qu'un tel acte reste impuni. La machine de guerre ne tolérait pas les déviations. Elias fut sommairement arrêté, accusé d'insubordination grave, de mise en danger de la mission et de violation des ordres directs. Son jugement fut rapide. La condamnation, une formalité. 11 ans dans un goulag lointain. Mais Volkov, bien qu'implacable, était aussi un homme d'honneur à sa manière. Il savait qu'Elias avait sauvé des vies. Pour cette raison, l'histoire officielle fut réécrite. L'incident du train fut enregistré comme un mystère, une défaillance mécanique inexplicable ou une erreur ennemie, jamais comme le résultat d'un acte héroïque d'insubordination. Le nom d'Elias Petrov fut effacé de tout registre lié à l'événement. Il fut protégé de l'exécution sommaire, mais condamné à l'oubli et à la prison, son héroïsme enterré sous une montagne de secrets. Elias Petrov purgea sa peine, un héros anonyme dont le plus grand acte de courage lui coûta la liberté et sa propre identité. Il ne reçut jamais de reconnaissance publique. Son histoire, un murmure parmi quelques-uns, est restée un sombre rappel que, parfois, la vérité c'est la première victime de la guerre, et que la justice peut être une illusion pour ceux qui osent désobéir au nom du bien supérieur. Son héritage ne fut pas celui de la gloire, mais d'un fardeau silencieux, un témoignage de l'insubordination nécessaire et du coût de l'héroïsme anonyme. L'histoire d'Elias Petrov n'est qu'une des nombreuses que l'histoire officielle a préféré cacher. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous pour plus de contes inédits sur la Seconde Guerre mondiale et les événements qui ont façonné notre monde. Cliquez sur le bouton « J'aime » et commentez ci-dessous ce que vous avez pensé de cette incroyable et tragique histoire de courage contre les règles.